Nous sommes sur le stand de l'UPSADI et de la FEDEPSAD et nous accueillons Franck de Vulder, le président de la CSMF, avec les présidents des deux fédérations, Louis Champion et Didier Daoulas. Bonjour à tous. Bonjour. Franck de Vulder, une question un petit peu générale. Le virage ambulatoire qui était promis par Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, est-ce que vous trouvez qu'il est effectif aujourd'hui et est-ce qu'il se double d'un virage domiciliaire ? Il est effectif dans les établissements de santé privés. Le gastroentérologue que je suis a vu sa pratique se modifier de façon drastique. C'est vrai pour mon métier, mais c'est vrai pour l'environnement et le métier des autres. Aujourd'hui, on se fait opérer de la vésicule en ambulatoire pur sur la journée. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait de l'ambulatoire, mais presque la chirurgie digestive et les joints digestifs. Ils opèrent un cancer du côlon avec un patient qui passe 3 jours en établissement de santé. Et donc je pense que les établissements de santé privés ont réalisé ce virage ambulatoire avec la RAC, donc le retour à domicile, avec toute l'importance. Et je pense qu'il y a un lien entre ce virage ambulatoire qu'il faut continuer à accentuer et accélérer dans l'intérêt d'une amélioration de l'offre de soins, dans l'intérêt des patients, et le nécessaire virage domiciliaire, parce que finalement l'un ne va pas sans l'autre. Si on va aller vite en ambulatoire, il faut qu'à domicile, ça puisse se poursuivre. D'accord. Alors, vous revenez de plusieurs jours, de plusieurs mois, j'allais dire, de négociations conventionnelles, au cours desquelles il a été beaucoup question de la façon de répondre à la crise de la démographie médicale. Pour vous, est-ce que les prestataires de soins à domicile peuvent être une partie de la solution? Et si oui, à quelles conditions? Alors, c'est difficile de dire que les prestataires de services à domicile vont être l'alpha et l'oméga de la réponse à la démographie médicale. On sait qu'on vit depuis des années un certain nombre de transitions en santé. On sait que le poids des maladies chroniques qui modifient le métier des médecins profondément ne cesse de peser sur les finances publiques, mais sur l'exercice médical, et ce depuis la fin des années 70. On sait que le virage démographique, celle de la population française, mais la démographie médicale est un vrai sujet. La ministre Agnès Buzyn, maintes et maintes fois, s'est exprimée là-dessus après son passage à l'OMS, nous disant ce qu'elle appelle l'effet falaise. Nous manquons aujourd'hui de 30 millions de soignants dans le monde. Pour former un médecin, il faut à minima 12 ans. On ne va pas d'un claquement de doigts. Donc il faut revaloriser au-delà de ce que la Convention le prévoit et continuer à travailler l'expertise du médecin. Le médecin, c'est une denrée qui est devenue rare. Le médecin, on ne le dérange pas pour un oui ou pour un non. Et donc ça nécessite un rôle donné aux autres acteurs de la santé, toujours dans un parcours de soins. Et dans le parcours de soins, il y a un responsable, il y a un chef d'orchestre. Ce n'est pas le chef totipotent des autres, c'est celui qui fluidifie, qui organise. C'est le médecin traitant, en lien avec les autres médecins spécialistes. C'est ça ce vers quoi cela nous manque, il faut y aller. D'accord. Commentaire, Didier Daoulas? Non. Louis Champion? Non, je peux évidemment que souscrire à ce que vient de dire Franck de Vulder. C'est-à-dire les prestataires ne sont absolument pas l'alpha et l'oméga. Un prestataire de santé à domicile, c'est quoi? C'est un acteur de la santé de proximité. C'est pas un professionnel de santé, c'est pas un médecin, c'est pas un soignant et c'est pas un établissement. D'accord? Pas simplement, il permet d'agiliser, de gagner du temps médical et dans ce sens-là, il contribue à la solution. D'accord. Quel rôle? Oui. Mais toujours, je complète, toujours, absolument toujours. Sinon, prestataire, ça met, à mes yeux, à disposition des dispositifs médicaux. Ça vient les expliquer, ça vient montrer comment ça marche. Ça ne peut pas se substituer et ça ne doit pas se substituer aux professionnels de santé libéraux, parce qu'on est dans un virage domiciliaire, aux médecins bien sûr, mais je ne suis pas là pour parler au nom des infirmières, des kinésithérapeutes, des aides-soignants. Si on essaie de contourner ce chemin-là, on fait fausse route. Ça doit se faire avec, ça doit se faire en complémentarité. Et il faut que ça doit se faire territoire par territoire, parce que ça va être différent d'un territoire à l'autre. Au plus près du terrain, donc dans une logique, pourquoi pas d'expérimentation. Si on ne le fait pas comme ça, je crois beaucoup, moi, à l'organisation territoire par territoire. Après tout, ça va dans le sens de ce que veut lui-même le président de la République quand il a mis en place ces différents CNR et le CNR de la santé. L'État, le gouvernement a identifié 1300 bassins de vie, ça ne concerne pas que la santé, 1300 bassins de vie.
réfléchissons à l'aune de ces 1300 bassins de vie. Ça évitera de faire des erreurs graves. Donc pourquoi pas des expérimentations de type article 51 par exemple ou... Oui, à développer territoire par territoire. Vous savez combien les médecins, par exemple, ce n'est pas du tout le sujet de notre échange, mais ne veulent pas voir leur métier être découpé avec des transferts de compétences. Une compétence, ça ne se transfère pas, ça s'acquiert. Les métiers évoluent, donc les périmètres de nos métiers évoluent. Regardons en Bretagne. En Bretagne, il y a eu une expérimentation, article 51, autour de la prescription des pharmaciens, en lien avec l'URPS médecins libéraux, et me semble-t-il, elle a porté ses fruits. Est-ce que c'est reproductible sur l'ensemble du territoire breton? Est-ce que c'est reproductible dans les territoires d'à côté? Pas sûr. Pas forcément. Peut-être que oui, et peut-être que ça va inspirer, et peut-être que non. Parce que et c'est le charme finalement de nos territoires, il est pas unique, il n'est pas uniforme, et c'est ce qui fait notre charme. D'accord, Bon. une logique expérimentale, vous êtes preneur aussi Oui, dans tout à fait, certains nous endroits sommes et dans preneurs. certains secteurs? Nous sommes preneurs, effectivement, et le point que l'on voit actuellement, c'est que nous, en tant que prestataires, alors peut-être parce qu'on n'a pas une visibilité très importante aujourd'hui au regard des professionnels de santé, et peut-être effectivement, si on arrive à acquérir cette visibilité, on pourra être partie prenante localement, parce que notre rôle à nous, c'est d'être aussi l'extension dans toutes les zones et pouvoir effectivement apporter aux patients les dispositifs médicaux dont il a besoin, qui ont été prescrits, bien entendu, par le médecin. On a besoin de tous. Quand on voit l'état de santé et l'inquiétude des Français, c'est quand même assez incroyable. On vit une situation qu'on n'a pas connue. Quand a-t-on connu, dans l'ensemble des enquêtes d'opinion, que la santé soit devenue la deuxième préoccupation de nos concitoyens, aujourd'hui derrière le pouvoir d'achat? Vous avez dirigé la rédaction du premier journal des médecins en France, le quotidien du médecin, pendant des années. J'ai plus 20 ans, donc ça fait des années que je traîne là-dedans. Quand a-t-on connu de mémoire d'homme, j'ai envie de dire, ça, l'un ou l'autre? Jamais. Jamais. C'est pas parce que les Français, brutalement, sont devenus d'une inquiétude maladive à l'endroit de leur santé. C'est parce que se faire soigner aujourd'hui, c'est devenu compliqué. On est ici à Santexpo, le congrès de l'hôpital, le congrès de la FHF. Ensemble construisons. Or aujourd'hui on a un système, et c'est vrai entre l'hôpital et la ville, c'est vrai entre l'hôpital et les établissements de santé privés, c'est certainement vrai dans votre champ d'action, qui est extrêmement cloisonné, on a des silos qui sont relativement étanches. Mais ouvrons ces silos, nous avons besoin de tous. Et pour ça, il faut valoriser les choses. C'est une nécessité d'y aller. Je pense qu'il faut, le temps est passé de cette réforme de 58 qui a voulu les CHU, je ne dis pas qu'il faut faire disparaître, mais c'est des organisations très cloisonnées. Aujourd'hui, on ne répondra à l'accès aux soins des Français qu'en faisant appel, dans le respect des métiers de chacun, dans le respect des compétences professionnelles de chacun, à regarder un peu plus loin que le bout de notre nez. D'accord, alors quel rôle peut avoir en matière de perfusion par exemple ou d'insulinothérapie, quel rôle peut avoir le prestataire de santé à domicile au regard de soignants libéraux ou hospitaliers d'ailleurs? Uniquement la mise à disposition de matériel ou bien de la coordination ou bien de l'éducation thérapeutique auprès du patient? Je pense qu'il y a la mise à disposition du matériel. 2, c'est pas lui qui va former, pas assurer la formation, mais la formation au matériel. Je vous disais, je suis gastro-entérologue. J'ai vu apparaître, il y a très peu de temps, dans ma clinique, sur les 6 colonnes d'endoscopie, enfin une, et j'espère demain 2, 3, 4, 5, 6, nouvelles colonnes de la première marque d'endoscopie disposant d'un logiciel d'intelligence artificielle de reconnaissance d'image. C'est fabuleux. C'est fabuleux. J'avais déjà eu d'autres tests, c'est absolument fabuleux. Ça améliore la performance diagnostique. On n'est pas là pour parler de ça. Ça augmente significativement le nombre de polypes détectés, c'est-à-dire ça réduit significativement le nombre de cancers du côlon. Ne rêvons pas. C'est absolument fabuleux et indispensable. La société en question, elle a envoyé ses ingénieurs commerciaux nous voir les uns les autres. Nous sommes 15 gastro-entérologues, non pas pour nous apprendre notre métier, mais pour nous dire si vous appuyez sur ce bouton-là, voilà ce qui se fait. Si vous voulez améliorer la qualité de l'image, voilà ce qui se fait. Et bien voilà la façon dont je vois le rôle qui me semble essentiel des prestataires à domicile. Parce que la technologie évolue, les dispositifs évoluent. Et tout ça, ça nécessite certainement une coordination. Je pense qu'il faut faire ça. Si en revanche, ça doit se substituer au rôle des professionnels de santé libéraux,
ça ne va pas en concurrence avec les médecins de ville directement, mais ça va rentrer en concurrence avec les autres professionnels de santé, avec les autres structures existantes. Construisons territoire par territoire dans le respect des métiers de chacun. Sinon, ça va créer une guerre, et on sait que les guerres, on est tous perdants. Réaction, Louis Champion? Oui. Une fois de plus, les prestataires, c'est un réseau qui couvre l'ensemble du territoire. Il faut quand même rappeler les dimensions, les chiffres, c'est important. Hein. 3 500 000 patients pris en charge, c'est 3 500 000 domiciles visités. Donc, évidemment, il y a un job de logistique des prestataires sur les dispositifs et les consommables attachés à ces dispositifs, c'est évident. C'est évident aussi que les prestataires travaillent toujours sous prescription médicale, donc il n'y a pas de débat. Le chef d'orchestre, pour reprendre ta définition, c'est toujours le prescripteur, enfin ça ne peut pas être autrement. Et on travaille évidemment avec les infirmières de ville. Et on rend possible et on agilise considérablement l'intervention des infirmières de ville, hein, en réglant tous les problèmes de logistique, de domicile et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très important. Et c'est ce qui fait qu'en fait c'est aussi une innovation organisationnelle. C'est ça la santé de proximité. C'est-à-dire qu'en fait on rapproche les différents acteurs du soin du domicile et on rend possible le domicile. En fait, le domicile, on le rend possible comme une alternative à l'hôpital et à l'hôpital de jour. On crée de nouveaux parcours. Alors évidemment, chaque fois qu'il y a des avances technologiques, ben évidemment, ça renforce le domicile. C'est-à-dire, chaque fois que vous réduisez la durée de séjour hospitalier, votre patient, il va bien falloir qu'il retourne à domicile. Il va y avoir un problème de douleur, il va y avoir un problème d'antibiothérapie, il va y avoir un problème d'hydratation. Il va falloir gérer ça, en temps réel. Donc la force des PSAD, c'est leur réticulation. Les PSAD couvrent tout le territoire et interviennent dans n'importe quel domicile en moins d'une demi-heure. Et évidemment, même les dans PSAD les coins les plus reculés. Voilà, sont liés à des réseaux d'IDEL, d'infirmières de ville, avec des prescripteurs. Donc tout ça, c'est un réseau qui, en réalité, fonctionne déjà extrêmement bien. Donc vous voyez, quand je vous dis, vous voyez, en perf, 500 000 patients pris en charge par les PSAD, ça croît de 14% par an. Il n'y a aucun système qui croît à ce rythme à ce rythme volumique sans être déjà sur des fondamentaux très efficaces. Oui. Donc c'est un système qui marche. Alors évidemment, il y a des expansions du domaine du domicile qui vont se faire de plus en plus. On passe évidemment à tout ce qui est immunothérapie du cancer. Les écarts entre la France et les autres pays européens sont quand même fascinants. Il y a l'hémodialyse à domicile. Hein. À domicile, la dialyse, c'est moins de 10% en France. Les pays du Nord, on a plus de 50%. Enfin, et ce n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question du patient, de socialisation du patient. De culture peut-être aussi. Et de culture. Vous avez la fin de vie. La fin de vie, c'est un débat. Un médecin de soins primaires, évidemment, c'est lui qui est en première ligne sur la fin de vie. Oui. Vous ne pouvez pas suivre, moi je suis médecin, mais vous ne pouvez pas suivre un patient pendant 40 ans et être insensible à sa fin de vie. Enfin, c'est littéralement pas possible. Et il faut rendre ça possible. Et donc, il y a tout un effort de logistique et de réseau que le PSAD aide à mettre en place. Contribue, c'est un facilitateur. Ça, on doit être un des maillons du réseau, ce qu'il est difficile aujourd'hui d'obtenir. Parce que ça va venir. Il faut être patient, il faut montrer qu'on est là. Et ça viendra. La fin de vie, c'est un vrai sujet. Hein. On ne va pas discuter de la loi sur un fin de vie qui fait actuellement l'objet d'un débat au Parlement et d'un débat sociétal finalement. Ouais. Mais la demande des médecins, unanime, c'est il ne peut pas avoir d'évolution d'une loi sur la fin de vie, de modification, sans qu'on prenne conscience enfin de toute la problématique du soin palliatif. Dans un virage domiciliaire. Toutes les enquêtes d'opinion, mais toutes les enquêtes qu'on peut faire chez soi, dans sa propre famille, et puis nous-mêmes quand on s'interroge, finalement, quand le plus tard possible, notre état de santé sera dégradé. On veut que ça se passe finalement dans une chambre d'hôpital, de clinique ou d'EHPAD. On espère que non. Tout le monde C'est espère nécessaire que non, la parfois, plupart des Français. mais on aspire à ça. Mais pour arriver dans une population qui vieillit, dont il faut travailler sur l'espérance de vie en bonne santé, mais on aspire à ça. Il faut que ce soit jouable. Il ne s'agit pas de finir ses jours chez soi. Il y a beaucoup à faire pour assurer des soins palliatifs à domicile. Et ça va nécessiter le concours des acteurs, médecins, autres professionnels de santé libéraux, fédération de prestataires à domicile, fédération d'hospitalisation à domicile. J'entends de ci, de là qu'il y a parfois des petits conflits entre les uns et les autres.
Mais on aura besoin de tout le monde. Mais enfin, regardons les choses en face. Arnaud Robinet le disait hier dans son message d'ouverture de Santexpo 2024 sur le grand âge et sur le plan grand âge qu'il est nécessaire de mettre en évidence parce que toutes les projections montrent que la population française va vieillir et c'est un bien. Ça veut dire qu'on va vivre tous les uns et les autres plus vieux. Il faut qu'on travaille sur le plus vieux en bonne santé. Mais pour ça, le jour où il y aura besoin, il faut autant que faire se peut que ça puisse. Ce sont des activités très chronophages pour. Et ce sont des activités éminemment chronophages. Éminemment chronophages. Donc n'allons pas dans on va se marcher sur les pieds les uns les autres. On a besoin de cette nécessaire complémentarité. Ça me semble, c'est pour moi une évidence. Merci beaucoup Franck de Wilder. Merci beaucoup Jean Merci Paillard. beaucoup. Merci, Merci vous. Franck. Merci à votre fédération. Merci.